Bon, à Chirac, ça tire tous les jours. C'est violent, c'est sale. Donc, je viens de drop un petit documentaire sur le trafic d'armes, comment ça se passe en France. Regardez comment ça se passe aux States, à Chicago. Là-bas, ça joue pas. Donc, les billets, $1, Issam, bien vu. Donc, on va voir comment ça se passe à Chicago. Vient juste de donner $1 BRST. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Ouais, ça va bien. Mademoiselle, il faudrait faire plus vite avec les notifications, non? Tu penses pas? Regarde, ça fait 30 secondes que l'introduction est commencée. Faudrait que j'aille dans mes settings voir. Mais Chicago, le temps à Chief Keef qui connaît, qui était focus. Aussi iconique que meurtrière, Chicago fait partie des rares villes qui ont eu une réelle influence sur le rap et son évolution. Les artistes de ces villes ne sont pas des enfants de cœur. Pour la majorité, la musique est la roue de secours d'un destin qui ne propose que la prison ou la mort. Certains artistes transforment ça en message de détresse, d'autres en colère. Chacun y trouvera son compte et participera à la création de nouveaux genres issus uniquement de leur train de vie. Beaucoup d'entre eux connaîtront le succès mais seront très vite rattrapés par la réalité. Et rares sont ceux qui pourront éviter d'être condamnés. Aujourd'hui, on va parler de cette ville mais surtout de ces artistes qui semblent vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Ça c'est sur la page de World Mag. C'est venu dans mes recommandations, je check. Si je kiffe, je me somme. Si on valide, on somme. On va rester à l'affût. Donc parlons de Chicago, ville maudite. Chicago a toujours été une ville propice à la musique, mais il faudra attendre l'arrivée de Lupe Fiasco, Common ou encore Kanye West afin de rivaliser avec les plus grosses villes du rap. En réalité, c'est vraiment Ye qui va populariser Chicago et indirectement encourager les jeunes de sa ville à en faire autant en profitant les jeunes de 14 ans, ouais. Il va réellement conquérir le rap tous. Montréal, je déteste les gens qui disent ça. Montréal, c'est le prochain Chicago. Montréal, c'est le prochain Chicago. Taisez-vous, bro. C'est pas, y a rien à être fier de ça, bro. Faudrait avoir honte, bro. 14 ans, le mec, sa vie a même pas commencé, bro. Dans quel délire on est? C'est quoi ça? Quand il y a des gens qui disent Montréal, c'est Chicago, des fois, j'ai envie de les prendre par la tête, leur fracasser le crâne, bro. C'est pas... C'est la vraie ville, on n'est pas à GTA là. De nombreux albums qui ont révolutionné le genre, surtout en 2007. Et oui, comme vous le savez, à cette période a eu lieu le défi entre Kanye West et 50 Cent. Les deux piliers qui vont s'affronter sur un album et où la victoire reviendra à Ye. Cette victoire met un coup de frein au gangsta rap pour laisser place à une vague de sensibilisation lancée par Ye, Cudi ou encore Drake. Pendant ce temps, dans les quartiers sud de Chicago, des enfants vivant dans la misère totale devaient rejoindre un gang et multiplier les crimes pour pouvoir survivre. Les gangs vont prendre de plus en plus de place. La violence et les meurtres vont augmenter et donner naissance à un genre unique, la drill. La drill est une projection de leur vie rythmée par les crimes et deviendra naturellement le genre principal utilisé par les rappeurs de la région. Il existe de nombreux acteurs, mais l'histoire ne retiendra que le nom de Keith Pharrell Kozar, aka Chief Keef, qui va l'emmener dans une toute autre dimension. Légende. Chief Keef, c'est une légende. En 2013, Chicago va connaître une croissance exponentielle de rappeurs possédant plus ou moins une vie similaire à celle de Chief Keef et qui verront comme lui une échappatoire. L.A. Capone, King Louis, Lil Bibi, Jojo, Rondo Numba 9, tous vont se lancer dedans et incorporer leur personnalité, leur point de vue et leurs termes. Mais ce genre sera également utilisé pour alimenter la guerre entre les deux principaux gangs de la ville, les Black Disciples et les Gangster Disciples. Apparaîtront des termes tels que Chirac ou encore fumer un ennemi, qu'on peut retrouver dans les paroles des rappeurs du monde entier. Cette guerre en musique va augmenter les tensions dans la ville, mais aussi, et malheureusement, le nombre de règlements de comptes et de vengeance. La police va donc se pencher sur la situation. Il y avait un jeune monsieur avec une... ils ont peur de rien, eux. Les collatérales, c'est comment? De compte et de vengeance. La police va donc se pencher sur la situation en fermant un bon nombre de rappeurs qui s'incriminent dans leur son. Et c'est à ce moment que l'essor de la drill va peu à peu ralentir. Depuis, plusieurs artistes qui avaient survécu à cette période n'ont pas lâché leur objectif de devenir rappeurs et ont inspiré les générations suivantes. Que ce soit Lil Durk ou encore G Herbo, leur ascension fut longue et compliquée, mais ont inspiré d'autres à se lancer dans la musique, tels que Polo G ou bien les défunts King Von et Juice WRLD. Une carrière infernale. C'est l'un des artistes les plus en vogue en ce moment. Son histoire et son retour sur le devant de la scène sont surprenants quand on connaît sa longue et dure carrière. Durk Derrick Banks est né le 19 octobre 1992 à Chicago et a grandi dans le sud de la ville dans le quartier d'Inglewood. Et en plus de vivre dans un environnement instable, la famille de Durk était plutôt unique. Son père Big Durk, d'où il prendra son nom de scène, était un vrai baron de la drogue, réputé pour faire des millions de dollars à Chicago. Le père de Durk se fera finalement arrêter et sera condamné à la prison à vie
vie alors que son enfant n'avait que 7 mois. Pour le rappeur, comme pour beaucoup, il n'y avait que 2 moyens de s'en sortir. Au départ, c'était soit le basketball, soit la rue. Le basketball n'ayant pas fonctionné, c'est donc influencé par son père qui va prendre le second choix. Vlad TV. Vous savez que Vlad, il travaille avec la police. Imaginez imaginez tous les rappeurs qui sont venus se faire dénoncer à cause d'une interview Vlad. C'est trop fou ça. Faut y penser. Il l'a dit. Il y a des documents qui disent que Vlad, littéralement, il y a des deals avec la FBI parce qu'il y a telle question qu'il doit demander. Attends, regardez. Il y a une interview qu'il fait avec Lil Baby. Où est-ce qu'il dit quelque chose à Lil Baby et Lil Baby, il sait que, ce truc-là, il est jamais sorti dans la street où il n'y a jamais de dossier. Comment lui, il sait? Regardez. Lil Baby, il a compris tout de suite qu'il y avait un truc, bizarre avec Val. Regardez, je vais vous montrer. Ça se voit qu'il travaille avec la police. So I got into a fight, you know what I'm saying? And that sent me back. Okay, you got into a fight with a white dude. Exactly. Was it like a racist thing? Was it like whites and blacks kind of clicked up in there? How you know that? Tu vois? Well, that's just how prison is most times. I'm talking about how you know I got into it with a white dude though. I think you may have mentioned it in the past. But it... Regardez. Vous savez à quel moment il a compris que non, ça c'est bizarre. Regardez quand il regarde en haut. You got into a fight with a white dude. Exactly. Regardez. Was it like a racist thing? Dès qu'il a parlé de racisme, parce que dans les prisons, il faut que t'as les noirs, les blancs, les latinos, les asiatiques qui sont tout est séparé. Il y a des gangs, oui, bleu, rouge, mais quand t'es noir, tu traînes avec les noirs. Quand t'es arabe, tu traînes avec les arabes. Quand t'es juif, tu traînes avec les juifs principalement. Like whites and blacks. Regardez, il regarde en haut, genre, comment il sait que je me suis battu pour une histoire de race? Kind of clicked up in there. How you know that? Well, that's just how prison is most times. I'm talking about how you know I got into it with a white dude though. I think you may have mentioned it in the past. Puis si vous faites vos recherches, vous allez trouver que ouais, c'est réel, il travaille vraiment avec la police. Les States, c'est particulier. Tu te fais set-up. Les States, pour de vrai, c'est comme une voiture. Faut toujours que tu fasses tes anglements parce que tu sais pas quel collatéral tu vas prendre. Tu dois toujours être à l'affût. C'est pour ça que tout le monde a droit au port d'armes. Tu sais pas qu'il y en a. C'est-à-dire, tu peux t'embrouiller avec un mec, puis le mec, il est calibré, là. Une mauvaise parole peut te coûter ta vie, bro. Ça m'a dit que ça peut être les derniers mots que tu prononces à un mec. C'est réel. Là-bas, ça niaise pas, bro. Imagine en France, ce serait comme nique ta mère, tu meurs direct. À l'âge de 9 ans, il quitte l'école pour se mettre à plein temps dans la rue, en rejoignant lui aussi un gang, les Black Disciples. Son père étant en prison avec son argent confisqué, c'était à son tour de subvenir aux besoins de sa famille. Ce sera un premier choc pour le rappeur, mais aussi pour sa famille, puisqu'ils sont passés d'une belle maison à une vie dans la quasi-pauvreté, logé à 10 chez sa grand-mère. Ayant commencé à faire du rap, il voulait monter un groupe, une équipe où chacun se soutiendrait, et c'est ainsi qu'est né Only the Family. Avec des inspirations comme Meek Mill, Rick Ross ou encore Bone Thugs and Harmony, sa carrière va mettre du temps avant de décoller. Avant que la drill n'arrive et qu'il prenne le créneau, il va sortir quelques morceaux très fortement inspirés par Lil Wayne. Il va commencer à faire un peu de bruit dans sa ville et peu à peu améliorer l'utilisation de l'autotune, qui le suivra tout au long de sa carrière. Puis vous connaissez la suite. Chief Keef va retourner le monde avec son classique et la drill sera le créneau à prendre pour tous les rappeurs de Chicago. Lil Durk en profitera donc pour sortir son premier morceau à succès. Tout le monde a le droit d'en avoir un. Même les fous, les deux traqués mentaux. De lui apporter de la lumière, ce morceau va être à l'origine de la guerre des gangs à Chicago. Maintenant on est là, mon gars. I never take from the man. The song was hit. Like sometimes I'll be playing on some damn, but then I'll just turn that shit off. Just play that shit. Oh, what up? But the man said that, just said fuck us to the whole world. Il Jojo, représentant de la Brick Squad, va répondre dans le fameux BDK pour ensuite être tué quelques semaines plus tard en pleine rue. L'affiliation entre Chief Keef et Durk est plutôt particulière. Ils possèdent les mêmes amis et pourtant ça n'a pas empêché les problèmes entre eux. Entre temps, le rappeur va signer au sein du label Def Jam Recordings, tout comme son ami Lil Reese. Musicalement, les succès vont s'enchaîner avec notamment Oh, damn!
Mais malgré une participation au XXL Freshman 2014 et la sortie de son premier album, sa carrière sera en vrai dents de scie à cause de son label. Cela ne va pas non plus l'empêcher de sortir un nombre incalculable de projets avec un ressenti clair. Ses mixtapes étaient nettement meilleurs que ses albums. Après 3 années de calvaire, Durk mettra fin à son contrat pour signer dans un endroit où il sera plus libre dans ses choix, Interscope Records. À partir de là, la carrière du rappeur va prendre une toute autre ampleur, accompagné d'un nouveau personnage, King Von. Il va tout d'abord sortir 2 projets pour renouer avec le cœur de sa fanbase, avant de passer sur Lyrical Lemonade pour la sortie de son 3e album. D'ailleurs, ce passage donnera une toute autre aura à sa carrière. La suite, vous la connaissez, un featuring avec Drake, une mixtape avec Lil Baby. Bref, 2020 sera clairement l'année du rappeur, mais va être accompagné d'une terrible nouvelle, la mort de son bras droit, King Von. Comme vous avez pu le remarquer, la carrière musicale de Lil Durk est extrêmement dense, donc nous allons maintenant nous intéresser au reste. À l'image de sa vie, la carrière de l'artiste va être remplie d'incidents criminels. Il va régulièrement être enfermé au début de sa carrière, pour possession d'armes, avant de quitter Chicago et ses problèmes, pour finalement s'installer à Atlanta. Le rappeur va être confronté à la mort de ses proches avant même que sa carrière ne commence. Yeah. How'd you feel when you heard about the news? Like regular, it's like regular, fucked up, emotional as hell. How many of your friends do you think you lost to violence? You know, like 20. 20 friends. I think like 20. L.A. Capone, Nusky, Fredo Santana, tout ceci est le résultat de l'environnement. Damn! 20 personnes, bro. Wow! Dans lequel ils ont malheureusement grandi. La célébrité et la sortie du morceau Anthem ne va pas améliorer la situation. Au contraire, lui et ses proches vont avoir une cible sur le dos. La raison de tout ça, c'est notamment l'irrespect entre les deux gangs qui vont à chaque fois se surpasser pour se moquer d'ennemis morts. Encore récemment, Lil Durk en a payé le prix avec le décès de son grand frère, D-Tang. Même son grand frère, bro. Attends, mais à quel état mental il doit être maintenant, présentement? Tous tes proches tombent comme des mouches, bro. Même ta famille proche, bro. Non, ça c'est des coups durs, ça. Mais en même temps, c'est l'énergie que tu dégages. Si tu parles de la street, des morts, je te fume. Ben, à un moment donné, c'est toi qu'on va fumer, bro. L'enculeur enculé, c'est comme ça qu'on appelle. Ce meurtre serait le résultat d'un sneak diss de la part de Lil Durk. Tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée, bro. Lil Baby. Le rappeur ici s'attaque clairement à FBG Duck, un rappeur d'un gang ennemi qui avait tenté de se réfugier dans un magasin en voyant ses ennemis arriver. Malheureusement, il sera battu en pleine journée avant de l'atteindre. En l'attaquant en chanson, le gang de FBG se sera tout simplement vengé en s'en prenant à son frère. Et comme le dit si bien l'oncle de King Von, par chance, entre guillemets, ces bifs dans l'industrie sont beaucoup moins sérieux. Mais là encore, ils ont commencé très tôt, notamment avec Tyga et The Game. Tyga, fais attention, ça pourrait être les dernières paroles que tu prononces. Le plus connu reste évidemment celui avec 6ix9ine qui sera à sens unique. That bitch ass nigga Label called me from his camp, called somebody from my camp. Somebody that give me $3 million to keep trolling with this nigga, right? Dead. I hope y'all on here looking and listening. That shit dead, man. I never turn my back on the fucking streets. Si Durk veut avoir une carrière longue et pérenne, il doit laisser derrière l'aspect gang de sa musique, sans forcément délaisser la rue. Il en va de sa sécurité et de celle de ses proches, car le rappeur a beau mener une belle vie, ses ennemis attendent toujours la moindre erreur pour l'atteindre. Mon gars, fait et geste, tout est... Yo, il te calcule, le démon de Chicago. Qui, Lil Reese? Surnommé le démon de bloc, Davon Daquan Bennett est né le 9 août 1994 dans le quartier sud de Chicago. Et comme la majorité des rappeurs provenant de ce quartier, son enfance sera un véritable cauchemar. Né de parents divorcés, il n'aura jamais eu l'occasion de voir son père, ou du moins il le verra une seule fois lorsqu'il avait 8 ans. Benji, malheureusement, quelques mois plus tard, son paternel sera assassiné. Bonne fête, frérot. T'as dit t'es en live, c'est ta fête. Bonne fête, frérot. Force à toi. Là, t'as quel âge, là? Assassiné. Bien qu'il soit un bon élève, il va arrêter l'école pour découvrir la rue et ses secrets. Pour ça, il va être forcé à rejoindre un gang. Force. You is what you, where you at? Like if you would have grew up, if you would have been born where I'm at, you would have been after that gangbang. Just cause that's what it is. Or you ain't going outside,
Either way, you gonna do something. Dès lors, les crimes s'enchaînent. Le premier crime ne sera ni plus ni moins qu'un vol de véhicule armé alors qu'il n'était qu'un adolescent. Mineur au moment de l'arrestation, il sera envoyé en prison juvénile avant d'être envoyé dans un bootcamp, c'est-à-dire une sorte de camp militaire. C'est sans aucun doute cette expérience qui va durcir le rappeur et lui aider à forger la réputation qu'il avait à O-Block. Car une fois libéré, il ne va pas se calmer, bien au contraire. Avec l'effervescence de la drill, c'est Lil Mark, le frère du tristement célèbre Tuka, qui va attaquer la totalité du gang OTF. Seulement quelques jours plus tard, il sera abattu à un arrêt de bus et les yeux vont se tourner vers King Von, notamment à cause de ce tweet posté à la quasi même heure que le crime. Et si on va aller un peu plus loin, Lil Durk se rendra même sur la scène de crime pour se moquer de la victime. Et à l'époque sur Twitter là, Chicago c'était ça seulement. Cependant, la responsabilité de King Von ne reste que des spéculations. Avec cette guerre de gang qui fait rage, un nouveau personnage va apparaître, Ki-Ai. C'est une tueuse extrêmement réputée à Chicago, celle qui aurait vengé le meurtre de Tuka. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la série The Wire, le personnage de Snoop semble être inspiré d'elle. Et bizarrement, les deux vont être plutôt proches et iront même jusqu'à flirter en public sur Twitter, alors qu'ils sont censés être ennemis. Ki-Ai se fera finalement... Mais ça c'est du flirt démoniaque. Ça c'est... La violence et sexe est mélangé pour eux dans leur cerveau, je pense, c'est pour ça. Battre après avoir tweeté... C'est quelle vidéo où est-ce qu'il disait, genre, il y a des gens que quand ils tuent, ils ont la même sensation qu'un orgasme, genre, quand ils baisent. Pour eux, tuer, c'est genre éjaculer, type shit. Son adresse, et là encore, les yeux se tourneront vers King Von. Et ce qui n'était que des spéculations va finalement devenir officiel. En effet, après le décès de Von, la police confirmera que c'était bien lui derrière le meurtre de la fameuse tueuse. Mais bien avant son décès, le rappeur aurait pu passer le reste de sa vie en prison pour le meurtre de Malcolm Stuckey. À l'origine de ce meurtre, une simple soirée où la victime et ses amis décident de mal regarder Von. Ils décident donc de partir de la soirée pour revenir avec Big Mike, qui devait le défendre. À leur arrivée, les deux vont tirer une dizaine de balles sur Malcolm, qui va décéder sur le coup. Mais ça dépend de la personne aussi. Ses deux amis qui vont tenter de s'enfuir finiront blessés. Rapidement arrêté, King Von va passer 3 ans et demi enfermé en prison où il recevra le surnom de Grandson, donné par son codétenu, un homme âgé de 80 ans dont il a pris soin durant toute son incarcération. C'est aussi pendant cette période qu'il va se mettre au rap, commencer à écrire des textes soutenus par Durk qui avait promis de le prendre sous son aile dès sa libération. Pendant le procès, Big Mike avait conclu un deal avec les fédéraux pour dénoncer Von, mais au dernier moment, il va refuser et donc par vengeance, la police va lui mettre toutes les charges sur le dos et sans témoin, Von sera alors libéré et pourra se concentrer sur sa carrière musicale. Avec une telle expérience, la chance qu'il a eue, et surtout sa manière de la raconter, mais c'est pas la chance rapidement parce que finalement ça la sa carrière. Durk va l'accompagner dès le début en publiant son premier clip sur sa chaîne YouTube, mais également en l'amenant dans une interview au Breakfast Club. Cause he got a whole story behind him. You know what I'm saying? He from O-Block. Okay. You know what I'm saying? That should speak for itself. Nah. But you know what I'm saying? He just real. You know what I'm saying? His music, just a real nigga, I fuck with him. You know what I'm saying? It's my brother, twin. Avec Crazy Story, sa carrière va s'envoler et les succès vont s'enchaîner. Il continuera avec une mixtape, puis le fameux Malheureusement, alors qu'il devenait de plus en plus connu dans l'industrie, lui et Durk seront rattrapés par leur passé. Durk, whose real name is Durk Derek Banks, and his co-defendant Devontae Bennett were seen on camera involved in shooting Alexander Witherspoon. Les deux vont être inculpés mais seront libérés sous caution à condition de ne plus avoir aucun contact ensemble et de ne pas être à proximité d'une arme. Von décidera donc de continuer son ascension dans la musique avec la sortie de son premier album Welcome to O-Block. Tragiquement, le rappeur ne pourra pas voir les résultats de sa semaine car il sera tué sur le parking d'une boîte de nuit à Atlanta quelques jours avant. Lors d'une bagarre contre Quando Rondo, son ami Lil Tim va le défendre en tirant dans le dos de Von, qui sera conscient jusqu'à son arrivée à l'hôpital où il sera prononcé mort. À Atlanta, il existe une loi sur la légitime défense qui autorise les individus à se protéger et à tuer si sa vie est en danger. Âgé de seulement 26 ans et père de famille, il laisse derrière lui un héritage en le faisant entrer à son tour dans la légende de Chicago, que ce soit pour son histoire, mais aussi pour son talent dans la musique. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, on vous souhaite une excellente année et on espère que les contenus qu'on vous prépare vont vous faire kiffer. Non, j'ai bien aimé. N'hésite pas à t'abonner pour nous aider Ouais, j'ai bien aimé. World Mike, je valide, les gars, je valide. Prenez soin de vous, peace. J'aime bien l'ambiance de ces vidéos. World Mike, je valide. Je sais pas si vous validez, mais moi je valide personnellement. Et moi je valide personnellement. C'est ça la fac que les rappeurs doivent comprendre. Cette énergie va toujours finir par te rattraper, bro.
Tu fais le mal te rattrape, c'est le karma, c'est simple comme ça, bro. Et puis, des fois, les gens, quand les rappeurs meurent, ils font comme si c'était des anges, bro. Faut pas oublier tout ce qu'ils disaient dans ces sons, bro. C'est toujours la même personne. Ouais, c'est triste, mais soyons réalistes aussi.